La maison est endommagée, le toit soufflé. Un drone russe s'est abattu sur ce village de l'est de la Pologne où la peur et les traumatismes du passé ressurgissent. Ma mère m'a tellement raconté comment la Pologne s'est retrouvée sur la ligne de front au début de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas que ça nous arrive. Dans la nuit de mardi à mercredi, au moins 19 drones russes ont violé l'espace aérien polonais, entraînant une réaction immédiate de Varsovie et de l'OTAN. L'ordre de tirer a été conjointement donné aux forces aériennes polonaises, néerlandaises, italiennes et allemandes. Nos défenses aériennes ont été activées et ont assuré avec succès la défense du territoire de l'OTAN, conformément à leur mission. Depuis 48 heures, les réactions européennes se multiplient pour condamner la Russie et le risque d'une dangereuse escalade. C'est inacceptable, c'est une provocation ciblée. Les drones russes avaient-ils pour cible la Pologne ou leur trajectoire initiale a-t-elle été déviée? Moscou assure n'avoir eu aucune intention d'attaquer le territoire polonais. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra demain à la demande de Varsovie. Sur le tarmac d'une base militaire, le président polonais s'est montré ferme ce matin face aux intrusions russes. Cette provocation, comme le savent bien les généraux et nos soldats, n'était rien d'autre qu'une opération pour tester notre capacité à nous défendre en collaboration avec nos alliés de l'OTAN. Cette nouvelle crise entre Varsovie et Moscou intervient au moment où la Russie et la Biélorussie s'apprêtent à mener d'importants exercices militaires le long de la frontière polonaise. Alors Vladimir Poutine a-t-il des visées au-delà de l'Ukraine? Les incursions de drones représentent-elles un acte de guerre ou une provocation pour mettre à l'épreuve la capacité de l'OTAN et des Européens à réagir? Deux, trois invités pour ce débat. Elie Tenenbaum, bonsoir, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, faut-il le rappeler. Bonsoir. Selon vous, Elie Tenenbaum, bonsoir. On est face à une incursion de drones d'une ampleur sans précédent. L'objectif de Moscou est notamment de provoquer une cacophonie dans la réponse qu'apporteront l'Europe et l'OTAN. À côté de vous, Vera Grantseva, politologue spécialiste de la Russie. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Et votre dernier essai, Les Russes veulent-ils la guerre ? Point d'interrogation, est paru au CERF. Selon vous, cette incursion met les capacités de l'OTAN et de l'Europe à l'épreuve. Avec Poutine, il faut s'attendre à tout. Et vous ajoutez, la meilleure réponse, ce sont les sanctions contre la Russie, des sanctions économiques pour affaiblir encore un peu plus leur économie. À côté de vous, Guillaume Lasconjarias, bonsoir, historien militaire, ancien chercheur du collège de défense de l'OTAN. Vous êtes directeur des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de la défense nationale. Selon vous, l'OTAN est une armée défensive. Il faut faire attention à ne pas surréagir, ce qui pourrait être instrumentalisé, une surréaction, par la Russie. Et on démarre avec évidemment la carte du jour pour comprendre où se sont passées ces incursions. Voilà, c'est celle des débris des drones russes qui ont donc été retrouvés, vous le voyez, sur le sol polonais après une attaque russe contre l'Ukraine. Elie Tenenbaum, on a du mal à penser que ce n'est pas intentionnel de la part des Russes. À tort ou à raison ? Oui, c'est clair que quand vous regardez la carte, même avec beaucoup de vent et des problèmes de guidage, pour se retrouver au sud-ouest de Varsovie, c'est qu'il y a véritablement une volonté de pénétrer sur l'espace aérien polonais, de tester les défenses aériennes polonaises et derrière la réaction politique de l'OTAN. Là, on n'est pas du tout sur une erreur d'aiguillage comme on aurait pu éventuellement le croire pour les dernières incursions qu'il y avait eu, parce que c'est pas la première fois, il y en a eu d'autres, mais c'était jusqu'à présent resté quand même globalement en proximité de la frontière biélorusse-Ukraine, peut justifier, même si ça ne se justifie pas politiquement, mais tactiquement, par la volonté de prendre à revers les défenses aériennes ukrainiennes, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont pu être faites. Mais là, quand vous avez ce niveau, ce type de trajectoire, c'est qu'il y a une volonté de rentrer sur l'espace aérien polonais. Guillaume Lasconjarias, vous évacuez aussi l'erreur de navigation qui est avancée par les Russes ? Oui, alors effectivement, quand on regarde bien la même carte, vous avez en réalité deux choses. Vous avez ceux qui, probablement,
peuvent contourner par la Biélorussie les défenses ukrainiennes. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive parce qu'effectivement, Élie le rappelait, on a eu comme ça des successions de frappes autour notamment de la ville de Lviv. C'est important parce que c'est par là que transite une grande partie aussi de l'aide militaire occidentale et que les corridors de circulation pour l'aide militaire, mais pas simplement que militaire, mais aussi le transport, passent par cette partie-là de l'ouest de la Pologne. Donc, en revanche, les autres, ceux qui se trouvent effectivement au centre de la Pologne, peuvent avoir en réalité 3 fonctions: tester, vérifier et aussi tout simplement cartographier les défenses antiaériennes et puis tout simplement voir en combien de temps on réagit. Ça réagit. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque les Néerlandais notamment qui ont appuyé la Pologne ont abattu une partie probablement de ces drones. Donc on a quelque part ici une forme de test en grandeur nature pour justement vérifier que nos défenses antiaériennes et notre capacité à coordonner nos efforts fonctionnent. Vera Grantseva, est-ce qu'on est passé sur une étape supplémentaire pour vous dans la menace russe, vous qui avez écrit justement sur la prochaine éventuelle guerre des Russes? À mon avis, oui. C'est une étape suivante à laquelle passait Poutine. On a vu déjà qu'il y avait des drones qui sont tombés en Roumanie, en Lettonie en 2023. Cet été, c'était en Lituanie. Et après, bon, c'était les drones qui peut-être effectivement étaient perdus, même si on ne sait pas. Peut-être c'était intentionnel. Mais quand même, c'était un petit test qui a montré à Poutine qu'il n'y avait pas de réaction. Donc l'étape suivante qui a été prévue et qui s'inscrit très bien dans sa stratégie de diviser, de déstabiliser l'Europe et de aussi montrer que finalement l'OTAN n'existe pas. C'est pour ses audiences, pour ses élites, mais aussi pour le monde entier. Vous parlez de pression psychologique. Exactement, idéologique, pour montrer qu'en fait l'Occident uni, ça n'existe plus. Et du coup, pour Poutine, ça devient une cible plus facile pour l'attaquer et pour continuer sa guerre contre l'Europe qu'il fait depuis, en fait, pas même 2022 pour moi, même depuis 2012. Alors, la population polonaise a été quand même assez terrifiée par ces incursions de drones, mais ce n'est pas la première fois. Il y avait eu, c'est notre archive, une énorme frayeur en Pologne. Ça s'est déroulé le 15 novembre 2022, vous vous en souvenez tous. 2 missiles se sont abattus près de la frontière avec l'Ukraine. 2 morts parmi les civils, regardez. Le territoire polonais touché par un missile. Il est 15h40 hier, quand une frappe s'abat sur le village de Przewodów et tue 2 civils polonais. Et les regards se tourne vers la Russie. Mais faute de preuves univoques, le président polonais temporise. Il s'agit très probablement d'un projectile de fabrication russe. Une enquête est en cours. Un pays de l'OTAN touché par un tir, les réactions internationales fusent. Prudence donc, dans l'attente des résultats des investigations. De son côté, Moscou réfute être à l'origine de cette frappe et parle de provocation. Une réunion de l'OTAN doit se tenir dans la journée. Au final, c'était un missile de la défense ukrainienne. Et c'est peut-être justement parce que finalement c'était un missile ukrainien que l'Europe se dit, bon, on était dans une forme de déni, c'était pas si grave que ça, et aujourd'hui, on en prend l'ampleur un peu tardivement. Non, je pense encore une fois que ça a été cumulatif. On avait effectivement un certain nombre d'actions russes qui venaient flirter, qui venaient tester, qui avaient une plausible niabilité, comme on dit dans un mauvais français. En revanche, on a une posture aérienne de l'OTAN qui s'est renforcée au fil des années. Il faut rappeler que quand les États baltes sont entrés dans l'OTAN, ces pays n'ont pas d'aviation et n'avaient pas d'aviation et n'ont toujours pas d'aviation. Donc collectivement, l'OTAN s'est mis en quête de faire la police du ciel. Cette police du ciel a été renforcée après 2014, après la première agression russe contre l'Ukraine en Crimée et dans le Donbass. Donc il y a une montée 2022, en puissance. Voilà, l'OTAN a à nouveau renforcé des actions dites de vigilance aérienne et donc d'actions de police renforcées. Régulièrement, l'OTAN appelle au renforcement de la défense sol-air. Les Allemands ont déployé des batteries de missiles Patriot de l'Allemagne vers la Pologne. Donc la Pologne aussi bénéficie de batteries allemandes. Donc il y a eu un renforcement. Je ne pense pas qu'on a fermé les yeux. En revanche, ce qui est vrai, c'est comme l'expliquait Guillaume,
minimum, l'OTAN est une alliance défensive, et donc, à ce stade, ils étaient restés en alerte, et ils sont intervenus. D'ailleurs, on peut revenir sur les possibilités d'intervention. Mais voilà. Et pendant ce temps, il va y avoir des exercices de grande ampleur entre les Russes et les Biélorusses. Rappelons que la Biélorussie est servilement inféodée à la Russie, et ça crée aussi un contexte inquiétant. Exactement. Il y a les exercices, ça commence demain, exercices Zapad 2025, donc l'Occident 2025, qui commence ce vendredi, donc le 12 septembre. Et on sait que les exercices, déjà, ont servi une fois à Poutine comme un prétexte pour amasser les troupes près de la frontière ukrainienne et pour finalement attaquer par surprise le pays. Bon, peut-être ici, on n'est pas là à ce moment-là. Mais il y a une frontière commune entre la Biélorussie et la Pologne. Exactement. Et on sait que la Biélorussie est un allié très proche de la Russie, même un pays très très dépendant à tous les niveaux, économiques, militaires, qui maintenant aussi a des armes nucléaires qui sont contrôlées par la Russie sur son territoire. Même si on voit que même avec cet incident avec les drones, Loukachenko essaie de jouer en double jeu. Loukachenko, le président biélorusse. Entraîné dans la guerre directement, mais on sait qu'il est très dépendant du Kremlin. Ici, un jour, le Kremlin vraiment veut l'utiliser pour la guerre, comme il l'avait déjà fait avec l'Ukraine en 2022. Il peut le faire très rapidement. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna l'article 4 de la charte de l'OTAN qui a été activé. Oui, l'article 4, en fait, c'est une demande de consultation des alliés. Voilà précisément ce que dit le texte, on va le voir s'afficher. Les parties se consulteront chaque fois que, de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée. Alors, depuis 1949, cette activation, elle a été demandée à 8 reprises, dont 3 par la Pologne. La première fois en mars 2014, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie. Ensuite, en février 2022, premier jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et hier, le 10 septembre, et donc une réunion s'est ensuite tenue à Bruxelles, dans la foulée, avec les ambassadeurs des États membres, pour déterminer de manière conjointe si le sujet méritait d'apporter une réponse plus poussée. Mais à ce stade, pas question d'activer l'article numéro 5, qui est beaucoup plus sensible et qui stipule, je cite, qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs des parties sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, ce qui aurait pour conséquence, évidemment, de faire entrer en guerre les 32 pays membres de l'OTAN avec la Russie. Et pour rappel, cet article, il n'a été activé qu'une seule fois, il y a 24 ans, jour pour jour. C'était le 11 septembre 2001. Guillaume Lasconjarias, est-ce que l'OTAN, aujourd'hui, peut faire plus que de simples déclarations communes? Est-ce qu'il en a les moyens? Alors d'abord, il faut revenir sur ce que c'est que l'article 4. Ce n'est pas parce que c'est un article de consultation que c'est un article qui n'a pas de sens. Le fait que cet article prévoit en fait une consultation entre États, même le fait qu'il n'ait été invoqué que 8 fois, dont la 8e fois, d'abord, la 7e fois, c'était en février 2022, et ce n'était pas seulement la Pologne, c'était tous les pays du flanc Est qui, collectivement, et c'était la première fois d'ailleurs que cela arrivait, et puis d'autres fois, il a été activé, par exemple, par la Turquie, vis-à-vis d'un conflit régional, en l'occurrence la Syrie. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on joue ce rôle de l'activation. Il a un rôle en réalité très utile, c'est-à-dire qu'il faut le découpler, à mon avis, du traité, enfin, de l'article 5, qui lui est plutôt un peu l'article des mousquetaires, c'est-à-dire quand on a véritablement une agression armée. Tout à fait. L'article 4, il a un avantage, c'est qu'en fait, il oblige plus ou moins, par ces discussions entre ambassadeurs et donc les États, à une forme de réaction. Ici, une réponse collective. Ici, en revanche, on voit qu'il y a une forme de temporalisation, puisque la décision qui a été prise, c'était de mener ou de monter une forme de commission d'enquête pour définir l'intentionnalité ou pas, ce qui, en réalité, permet de donner un peu de temps. Dans d'autres circonstances... Intentionnalité, ça veut dire incursion ou attaque? Eh bien voilà, c'est ça, tout simplement. C'est toute l'ambiguïté, parce que quand on relit bien ce lien ou cette montée en puissance potentielle de l'article 4 jusqu'à derrière la potentialité de l'invocation de l'article 5, il y a l'obligation pour les États collectivement à se mettre en ordre de bataille. Même si l'article 5 est beaucoup moins automatique que ce que l'on le précise, tout simplement parce que quand il a été rédigé en 1949, et c'est au moins toujours le cas pour un des pays, eh bien, il y a des pays qui n'ont pas d'armée, donc difficile d'activer une force militaire. Face à cette tergiversation entre attaque ou incursion, eh bien, Zelensky, le président ukrainien, lui, parle d'inaction, on va le voir, il regrette qu'il n'y ait pas de réponse sévère de la part des dirigeants mondiaux. Elie Tenenbaum.
Oui, c'est justement ce problème de cette volonté de temporiser un petit peu avec une commission d'enquête. C'est précisément ce que cherche le Kremlin ici, en montrant, regardez, on est capable de faire une incursion massive et derrière, c'est la bureaucratie, c'est la cacophonie avec qui les Hongrois, qui les Slovaques, voire d'autres pays du sud de l'Europe qui disent « Ouh là là, on ne va pas se précipiter, on ne va pas surréagir ». Il y a quand même eu des forces anti-aériennes qui ont été mises en action ce coup-ci. C'est là où je pense qu'en fait, il y a le niveau politique qui est effectivement pas forcément à l'unisson, mais la structure militaire de l'OTAN, qui est déjà en charge de la posture aérienne de cette défense avec la base aérienne de Ramstein en Allemagne, qui coordonne l'ensemble de cette posture aérienne, de défense aérienne de l'OTAN, peut déjà faire un renforcement, et ils l'ont fait, renforcement des actions de vigilance, de la défense aérienne. Donc il faut distinguer. Mais c'est vrai que le message au niveau politique n'est pas forcément aussi unanime qu'aurait pu l'espérer la Pologne. Et là, on voit bien tout à coup, finalement, l'intérêt qui, de première vue, n'est pas clair pour Vladimir Poutine de faire une provocation de ce type-là, c'est de montrer, regardez, les Européens ne sont pas d'accord entre eux, et à partir de là, continuer à pousser sur les coins. Dans les interstices, Vera Grantsova, vous êtes d'accord avec Volodymyr Zelensky qui considère qu'on n'a rien compris? On comprend la frustration des Ukrainiens. Ça fait 3 ans qu'ils sont en guerre et ils voient qu'effectivement la Russie avance dans leurs attaques envers l'Europe et l'Europe est assez lente. Mais on peut aussi comprendre la réaction européenne. Parce que dans ce conflit, il y a une asymétrie très importante qui consiste au fait que Poutine en fait, peut agir d'une façon très irresponsable, attaquer les autres pays, les envahir, menacer avec l'arme nucléaire, tandis que les Occidentaux et les Ukrainiens tous ensemble doivent penser aux conséquences qui peuvent produire leurs actions. Donc ici, quand on voit une petite incursion des drones, il n'y a pas de morts. Après, on peut se dire aussi où est les limites quand même. S'il y a des morts, quelle sera la réaction? Mais tant que ce sont des petites incursions avec une vingtaine de drones, la réaction ne peut pas être proportionnelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer la Russie, c'est trop risqué. Donc il faut inventer des autres réponses et elles ne doivent pas être les mêmes que la Russie utilise pour rester responsable comme les acteurs internationaux. Donc des sanctions économiques. Par exemple, c'est une des options. On a vu d'ailleurs sur l'impact des sanctions sur l'économie russe. Déjà, on voit que l'économie commence à ne pas aller très bien. Et on a vu que Poutine, maintenant, considère l'option d'augmenter des impôts en Russie. Ça fait déjà 2 fois qu'il a augmenté. Donc, voilà, ça montre qu'il y a l'effet de sanctions. Il n'est pas immédiat, il ne ruine pas tout de suite, mais il, quand même, impacte comment l'économie russe fonctionne et la machine de guerre de Poutine est soutenue. Avant même ce nouvel épisode, l'inquiétude des Européens, vous l'avez dit, était forte, et notamment des Allemands. Écoutez le ton alarmiste du chancelier allemand, c'était avant-hier. Und es deutet alles darauf hin, dass Putins imperialistischer Plan nicht mit der Eroberung der Ukraine enden würde, sondern damit erst beginnen würde. Wir erleben täglich in wachsender Intensität und Aggressivität hybride Angriffe Russlands auch auf unsere Infrastruktur. Guillaume Lasconjarias, en même temps, on ne voit pas vraiment la solidarité européenne, d'unanimité des 27, ou si, par rapport à ce que vient de dire Merz? Au-delà de ça, je pense que ce que cela traduit, c'est d'abord la fragilité de ceux qui, au sein de l'Union européenne, seraient capables de collectivement réagir. On a, alors vous montrez ici le chancelier allemand. Oui. Le chancelier allemand doit faire avec une coalition qui est elle-même fragile. On connaît les difficultés qu'il y a en France avec la Constitution, une passation de pouvoir. Mais dans d'autres pays, Keir Starmer, en dehors de l'Union européenne, a le même genre de difficultés. Et puis, le grand absent, c'est quand même les États-Unis. Alors, alors il a réagi. On va regarder ce tweet, enfin ce truth. On va vous demander comment vous l'interprétez. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie qui viole l'espace aérien polonais avec des drones, s'interroge Trump. C'est parti. Totalement énigmatique. Comment vous interprétez Elie Tenenbaum? Oui, je pense qu'on est face à un Donald Trump qui est spectateur, finalement, des développements dont les leviers n'ont pas eu d'effet, si ce n'est peut-être celui d'enhardir Vladimir Poutine, puisque en se posant lui-même en retrait d'un certain nombre d'aspects de la sécurité européenne, il incite à la curiosité, finalement, les Russes. On dit, bon, finalement, les Américains se mettent un peu en retrait. Qu'est-ce qui se passe si je
pousse davantage. Et donc, finalement, c'est aussi indirectement le résultat de la politique américaine des 6-9 derniers mois. Vera Grandseva, quand vous avez vu ce tweet, vous, du président américain, comment vous avez réagi? Vous avez dit, voilà, il est dans une forme de passivité, finalement? Moi, je me suis dit qu'elle est un peu perdue dans sa position. Pourquoi? Parce que d'un côté, effectivement, il est dans cette logique de désengagement de l'Europe, il ne veut pas soutenir l'Ukraine, etc. En même temps, il ne veut pas être humilié non plus. Et on l'a entendu parler depuis déjà plusieurs mois qu'il allait arrêter cette guerre, tandis que cette guerre ne s'arrête pas. Et même plus, maintenant, elle va au-delà des frontières de l'Ukraine. Et c'est maintenant la Pologne, quand même un allié assez proche des États-Unis. Et c'est ça qu'on comprend pas. C'est-à-dire qu'ils s'entendent bien, le Premier ministre polonais et Trump. Ils sont très proches idéologiquement. Le président, pardon, vous avez raison. Ils se sont rencontrés d'ailleurs. Qui a d'ailleurs été reçu la semaine dernière par effectivement Trump. Alors comment expliquer qu'il n'y ait pas une réaction plus virulente de Trump justement pour cet allié? Peut-être parce que d'abord, Trump est sérieusement occupé par ce qui se passe chez lui, at home. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on est aussi dans une phase de transition. Aux États-Unis, on vient de débaptiser le département de la défense pour le transformer en département de la guerre. Et en même temps, on se sert des troupes et des soldats américains pour maintenir l'ordre. Alors, qui à Washington ou à Chicago. Donc, le vrai problème, c'est que vous avez une forme de charge mentale sur ces dirigeants qui leur interdit d'avoir une capacité à collectivement agir. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui face à ce coin qu'enfoncent les Russes, la réaction en ordre dispersé. Vera Grandseva, vous pensez que l'OTAN est prête à faire la guerre à la Russie ou pas? Parce que Rutte lui-même, le patron de l'OTAN, dit qu'il faut s'y attendre pendant 5 ans. Bon, du point de vue des potentiels militaires, bon, ici les experts militaires peuvent me corriger, mais l'OTAN quand même est beaucoup plus fort que la Russie, tous ensemble. Et si on prend même l'Europe, sans les États-Unis, les budgets européens sont plus importants que le budget russe pour la guerre. Donc en gros, bien sûr que l'OTAN peut faire la guerre contre la Russie si la Russie attaque l'OTAN. C'est comme c'était bien dit, c'était une alliance défensive, il ne va pas attaquer la Russie. Mais néanmoins, ça va impliquer bien sûr le retour des horreurs de la guerre que l'Europe a vécu il y a 80 ans. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très désirable, bien évidemment, et que l'OTAN veut éviter. Rapidement, évidemment, ça ne peut pas être une alliance offensive. Non, ça ne peut pas être une alliance offensive. En revanche, ça peut être une alliance qui cherche à reconquérir du territoire s'il est perdu, si elle est prise par surprise. Absolument. Oui. On a vu les difficultés aujourd'hui que les Ukrainiens ont à reconquérir les territoires perdus. On a vu la menace que peut représenter une attaque surprise. Moi, je dirais aujourd'hui que l'OTAN est militairement extrêmement crédible tant qu'elle est unie politiquement. Et c'est bien là que le bas blesse, c'est-à-dire que si demain il y avait une attaque qui avait une dose d'ambiguïté et que vous avez une partie des alliés qui disent voilà, ça sera sans moi, c'est là où l'alliance risque de perdre de sa cohérence, non seulement politique mais aussi militaire, parce que évidemment, s'il vous manque des trous dans la raquette, ça sera compliqué. Voire même la raquette. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir.